Il est 19 h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Requalification du mandat de la force de l'EAC, c'est pour bientôt. La réflexion est en cours tant au niveau de la SOFA, l'accord de siège, au niveau opérationnel et des règles d'engagement. Elle sera portée à la réunion des ministres de la Défense des États de l'East African Community. C'est le président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui l'annonce. Top Congo FM. 20 présumés criminels arrêtés par la police nationale congolaise à Bunia dans la province de l'Ituri. Ils ont été présentés au gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya. Top Congo FM. Rassemblement de l'Union sacrée de la nation, sortie officielle ce samedi au stade des Martyrs. Toutes les dispositions sont prises. Le décor aura l'allure de celui réalisé lors de la célébration de la messe du pape François à l'aérodrome de Ndolo. C'est ce qu'affirment les organisateurs. Top Congo FM. Malaise au SAIMAP, service d'assistance et d'encadrement et de l'exploitation minière artisanale à petite échelle. Les agents réclament le paiement de leurs arriérés de salaire. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, requalification du mandat de la force de l'EAC, c'est pour bientôt. La réflexion est en cours autant au niveau de la SOFA, accord de siège, au niveau du concept opérationnel et des règles d'engagement. Elle sera portée à la réunion dans quelques jours des ministres de la Défense des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est le premier vice-président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui l'annonce. Pour Jacques Joly, la nomination du général de division Al-Faksar Moutouri à la tête de l'EAC à force, après la démission du général Jeff Nyaga, nommé commandant du commandement opérationnel de la zone ouest du Kenya, va changer la donne sur le terrain. On l'écoute. Au niveau de la RDC, la réflexion sur la réorientation de l'East African Community Force, cette réflexion a déjà commencé, tant au niveau de la SOFA, donc de l'accord des sièges, au niveau du concept opérationnel et des règles d'engagement. Toutes ces réflexions sont menées à plusieurs niveaux et nous espérons que lors des rencontres formelles, des hauts niveaux, les choses seront requalifiées. Mais nous espérons qu'avec le nouveau commandement qui a été désigné par les Kenyans, nous aurons une vision opérationnelle beaucoup plus pratique parce que celui qui vient de partir nous a habitués à un langage assez ambigu. Mais face à cette situation, pourquoi la RDC ne se jette pas dedans dans le combat comme en 2013 lorsque le général Baouma, sous son commandement, les FARDC ont neutralisé ces rebelles? Mais en 2013, les contextes avait permis qu'on aille très rapidement dans ces schémas. Non seulement le FARDC, mais la brigade d'intervention de la MONUSCO avait compris les contraintes des forces classiques de la MONUSCO. Et c'est cette brigade d'intervention spéciale qui nous avait aidé avec les FARDC à aller de l'avant. Pourquoi la RDC n'associe pas aujourd'hui formellement les forces de la SADC pour l'appuyer dans la neutralisation des forces négatives à l'est du pays? Je crois que ce sont des choix politiques et stratégiques de haut niveau. Nous sommes partis avec l'East African Community. Nous espérons que les choses vont évoluer. Jacques Joly, premier vice-président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il était à la tête de la force régionale de l'EAC. Je vous l'avais déjà annoncé, le général kenyan Jeff Nyaga a démissionné pour des raisons de sécurité. Le secrétaire général de l'EAC a été saisi hier. Dans son courrier, le général Jeff Nyaga a évoqué des intimidations dans sa résidence. Détail avec Jonathan Combi. Dans une correspondance adressée le 27 avril au secrétaire général de l'EAC, dont Top Congo FM a pu constater, le désormais ancien commandant de la force régionale, le général Jeff Nyaga, a justifié sa décision de quitter la zone de la mission en raison d'une menace aggravée contre sa sécurité et d'un plan systématique visant à contrecarrer les efforts de l'EACRF. Pour le général-major Jeff Nyaga, il y a une tentative d'intimidation de sa sécurité à son ancienne résidence par le déploiement d'entrepreneurs militaires étrangers dits mercenaires qui ont
placer des dispositifs de surveillance, fait voler des drones et effectuer une surveillance physique de sa résidence au début du mois de janvier 2023. Ce qu'il a d'ailleurs contraint à déménager. Autre motif de sa démission, des campagnes médiatiques négatives bien orchestrées et financées visant sa personnalité et de fausses accusations écrites directes sur la complaisance de l'EACRF dans la gestion du groupe M23. Il évoque aussi la récente suspension du compte Facebook de l'EACRF qui est selon l'esprit de sa lettre une indication d'un possible sabotage des efforts de la force régionale. Dans une partie de sa conclusion, il dit, je cite, « C'est en gardant cela à l'esprit et en procédant à une évaluation plus approfondie que je suis parvenu à la conclusion que ma sécurité en tant que commandant de la force n'est pas garantie dans la zone d'opération. En outre, la frustration actuelle a rendu ma mission intenable, d'où la décision prudente de quitter la zone de la mission. » Fin de citation. Goma Jonathan Kombi pour Top Congo FM. Entre-temps, les femmes de la coalition Lamuka, fidèles à Adolphe Muzito, déplorent les multiples atrocités subies par les populations de l'Est du pays. Dans une déclaration rendue publique vendredi à Kinshasa, ces femmes condamnent l'incapacité du pouvoir en place de rétablir la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Elles projettent par ailleurs un sit-in le 5 mai prochain devant l'ambassade de l'Union européenne à Kinshasa. Extrait de leur déclaration lue par le rapporteur Joséphine Takizala. Nous, femmes de la coalition de résistance Lamuka, condamnons premièrement le silence complice, voire coupable, de la communauté internationale, l'Occident en particulier. Condamnons les propos expansionnistes à l'unisson de Paul Kagame ainsi que la tuerie infernale du bourbier de l'Est. Troisièmement, condamnons le laxisme évident de l'exécutif congolais face au drame de l'Est. Nous, femmes de la coalition Lamuka, réitérons fermement les idées salvatrices de l'initiateur de Nouvel Élan, le Premier ministre honoraire, notre leader Adolphe Muzito, pour la restauration d'une paix durable dans la partie est du pays, à savoir les 10 recommandations pour gagner la guerre dans l'Est, la construction d'un mur de séparation avec les pays agresseurs de la République démocratique du Congo, notamment Rwanda et Ouganda, la titrisation des terres au profit de communautés locales. À cet effet, nous invitons toutes les femmes congolaises vivant à Kinshasa, de toutes tendances confondues, à répondre présent au sit-in convoqué par les femmes de Lamuka le vendredi 5 mai 2023 devant l'ambassade de l'Union européenne pour le dépôt de notre mémo. Joséphine Takizala, rapporteur de la coalition des femmes de la Mouka, fidèle à Adolphe Muzito. Et puis les activités étaient paralysées vendredi dans la province du Maniema. La société civile locale avait appelé la population à observer une journée ville morte. Elle s'oppose à l'arrivée et au cantonnement des rebelles du M23 dans cette partie du pays. Maître Stéphane Kamundala, coordonnateur de la société civile du Maniema, espère que leur message a été entendu. Il précise que les rebelles du M23 constituent une menace pour la sécurité de leur province. On l'écoute au micro de Mamichela. La société civile et forces vives du Maniema a appelé la population de cette province à observer la ville morte pour la journée de ce vendredi 28 avril 2023. Une ville morte qui est une expression du mécontentement et de l'opposition à l'arrivée ainsi qu'au cantonnement des rebelles du M23 dans la province du Maniema. Les raisons qui font que la population du Maniema proteste la présence des M23 ici chez nous, c'est le fait que c'est un groupe qui est majoritairement constitué par les étrangers et au moment où on va les déplacer vers chez nous, il sera impossible, si pas difficile, de connaître exactement l'identification des Congolais et de ceux qui ne le sont pas. Or, les expériences de brassage, de mixage ont fait que les FARDC soient infiltrés par beaucoup d'étrangers. Ils ont toujours eu des agendas cachés et ils utilisent toujours la ruse. Voilà pourquoi, officiellement, ça sera connu comme si ils viennent pour la démobilisation, pendant qu'il y aura sûrement des agendas cachés.
Stéphane Kiamundala de la société civile de la province du Maniema. Et puis le gouvernement va accorder des crédits aux populations victimes des affres de la guerre à l'est du pays. Pour bénéficier de ces fonds, il faut avoir un compte à la CADECO. Les fonds destinés à la population vont effectivement parvenir aux bénéficiaires. Erickson Louemboué, correspondance. Mise au point du président fédéral de l'Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté ACLP à Béni, au lendemain d'un message véhiculé à travers les réseaux sociaux annonçant la faillite de la CADECO Béni. La même source indique que le message vise à saluer l'image du DG de la CADECO, Juliette Mbambu Mouolé. Le président fédéral de l'ACLP précise qu'à Béni, la DG était porteuse du message du chef de l'État du soutien à la population en appuyant le petit commerçant, chacun dans son domaine. Les auteurs de messages de haine s'attaquent plutôt au bien-être de la population. Kakule Mwira Makeusa, président fédéral de la CLP. Lorsque le président de la République autorise certaines choses, il y a toujours des mécontents disant que la DG CADECO va vider la caisse au niveau des Béni. Mais l'initiative d'appuyer les petits commerces n'émane pas d'elle. C'est l'initiative du chef de l'État lui-même. Faut-il être mécontent lorsque quelqu'un décroche un projet en faveur des compatriotes de Béni? Mais pourquoi doit-on décourager la population? Que chacun fasse quelque chose dans son domaine pour la population. À lui de conclure, les activités politiques du parti ne sont pas à confondre à celles de la CADECO. Appelle les clients et partenaires de cette caisse de l'État de se sentir à l'aise et continuer à garder leur argent à la CADECO qui possède toutes les garanties sécuritaires possibles. Erickson Louemboué, Béni, Top Congo FM. Et dans la province de l'Ituri, à Bunia, 20 présumés criminels ont été arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise, parmi eux des mineurs. Ils ont été présentés au gouverneur militaire, le général Johnny Luboya. On écoute tour à tour le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelwa, le commissaire provincial, le lieutenant général Johnny Luboya, gouverneur militaire, et les populations qui saluent le coup de filet de la police. On l'écoute. Le premier groupe est composé de 12 voleurs qualifiés, avec comme chef de bande l'AC Mbaya Ngwen, qui héberge chez lui 8 voleurs, dont la plupart sont des mineurs d'âge. Je demande qu'on punisse ces éléments-là avec la plus grande rigueur. Quant aux mineurs, je pense qu'ils ont plus à faire que d'adhérer à une association de malfaiteurs. Donc ils méritent aussi un encadrement. Ils continuent avec les services qu'ils sont en train de rendre à la population. On m'a toujours dit que la police ne travaille pas bien, mais aujourd'hui, j'ai vécu ce que les gens ne m'ont jamais dit. J'ai dit merci pour notre gouverneur et je suis très content pour tous les éléments qui ont aidé pour qu'aujourd'hui nous pouvons trouver nos biens. Ce qui nous a fait très mal, ce sont des petits enfants de rien du tout. Vous avez suivi tour à tour les autorités de la province de l'Ituri et quelques quelques membres de la population de cette partie de la République. Et puis près de 2000 morts enregistrés depuis juin 2022 dans le conflit opposant les communautés Teke et Yaka dans le territoire de Kwamut, Bagata et la commune de Maluku. Chiffre avancé par un élu du coin, le député national Willy Bolio était à la tête d'une forte délégation des chefs coutumiers qui est allé déposer vendredi un mémorandum au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Dans ce document, les autorités traditionnelles Teke condamnent l'incapacité du gouvernement à rétablir la paix dans ces contrées. Les chefs coutumiers exigent l'intervention des forces de la MONUSCO et une enquête internationale indépendante pour juger et sanctionner sévèrement les auteurs de ces massacres. Le député national Willy Bolio est au micro de Dominique Dinanga. L'épuration ethnique est un acte de génocide. Que le gouvernement se taise à quelques mètres des sièges des institutions, ça joue la complicité. C'est pourquoi, ayant constaté que toutes les commissions que le gouvernement a mises en place n'aboutissent à rien et que dans l'entretemps, le gouvernement reçoit publiquement ce qu'on accuse comme commanditaire de ces atrocités, mais le gouvernement n'a jamais reçu les victimes, ça nous prouve tout clairement que nous avons affaire aux sangliers et les juges cochons. Raison pour laquelle nous avons saisi les Nations Unies pour demander l'application du chapitre 7
de la Charte des Nations Unies sur la rupture de la paix, que les Nations Unies viennent imposer la paix parce que le gouvernement en est incapable. Aussi, on doit instituer un tribunal spécial pour juger les assaillants. Parce que quand on les attrape, le gouvernement les enrôle dans l'armée. Les Nations Unies doivent sortir par force ces assaillants pour permettre à tous ces déplacés non pris en charge qui sont partout à travers la République de pouvoir rentrer chez eux. Si on doit alors les chasser, même dans des petits territoires où ils sont, finalement, on veut exterminer les Téké sur la carte de la République démocratique du Congo. Et les élections qu'ils attendent d'organiser, qui va voter si on est en train de tuer? Ils vont réveiller les gens au cimetière. Encore qu'ils ne sont pas enterrés. Ils sont dans des fosses communes. Le député national Willy Bolio est dans la province de Sankourou. Les notables de Lokfungu dénoncent des actes de violence, incendies des habitations et actes de vandalisme perpétrés par un gang qui serait à la solde d'un homme politique dans ce secteur du territoire de l'Oudja. On dénombre déjà 3 attaques depuis octobre 2022, tandis que la dernière date donc d'une dizaine de jours. Ainsi, ces notables appellent le gouvernement central et particulièrement le ministère de l'Intérieur à se pencher sur cette question. Lambert Membe, porte-parole de la notabilité du secteur de Lokfungu, on l'écoute sur des propos de Eric Lukoki. Ces atrocités sont perpétrées hebdomadairement par ces bandits qui opèrent impunément dans ces coins de la République. En date du 15 juillet 2022, précisément au village Kiela, ces groupes déjà ont attenté à la vie d'une délégation des dignes fils de notre secteur. Plus de 30 coups de balles ont retenti à l'air et les victimes n'ont eu la vie sauve grâce à leur prudence. Au village Mbaka, les véhicules des commerçants y passant sont systématiquement vandalisés. En date du 11 au 22 octobre 2022, encore le même groupe a incendié des maisons au village Longombo et Lutoko, sous prétexte fallacieux que ces villageois ne veulent pas obéir à leurs ambitions démesurées. Ces actes criminels sont cautionnés sous l'œil puissant et complicité du numéro 1 de cette entité. Demandons l'implication personnelle du VPM de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, et à la ministre de la Justice et Garde des Sceaux de s'activer d'arrache-pied pour sauver la vie de la population du secteur de Lokfungu. Condamnons fermement les comportements des politiciens populaires de notre secteur qui instrumentalisent les jeunes pour s'attaquer à la paisible population. Lambert Membe est le porte-parole de la notabilité de Lokfungu dans le territoire de l'Oudja, dans la province du Sankourou, au micro de Eric Lukoki. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence. Utile de Kinshasa. Rassemblement de l'Union Sacrée de la Nation ce samedi au stade des Martyrs. Toutes les dispositions ont été prises. Le décor aura l'allure de celui réalisé lors de la célébration eucharistique du pape François à l'aérodrome de Ndolo. C'est ce qu'affirme Fumutoto Basanga, coordonnateur de l'Union des communicateurs de la République, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Toutes les dispositions matérielles, logistiques, sécuritaires sont déjà au rendez-vous. Deuxième étape, nous sommes en train d'inviter tous les Congolais qui aiment la bonne gouvernance, qui aiment la gratuité de l'enseignement, qui aiment que la grandeur du Congo soit protégée de l'intérieur et de l'extérieur, de venir nous rejoindre du bon côté de l'histoire, pour que nous puissions démontrer à la face du monde que nous, peuple congolais, nous aimons le Congo et nous sommes prêts à défendre les acquis de l'autorité du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, comment est-ce que vos militants vont accéder au stade des Martyrs? Parce qu'on a appris que vous attendiez au moins 200 000 personnes. Pourquoi nous limiter à 200 000 personnes comme si nous ne pouvons pas avoir plus de 200 000 personnes? La ville de Kinshasa a plus de 12 millions d'habitants. Tous ceux qui vont venir au stade pour célébrer cette reconnaissance aux réalisations palpables du chef de l'État vont trouver les moyens les plus potables de leur entrée et de leur sortie. C'est les Congolais qui avaient organisé l'arrivée du pape à l'aérodrome de Ndolo, qui est les mêmes Congolais qui est en train d'organiser cet événement-là. Nous, au niveau de l'Union des communicateurs de la République et membres de l'Union sacrée, nous avons pris toutes les dispositions de communication avant, pendant et après l'événement. Fumutoto
Bassanga, coordonnateur de l'Union des communicateurs de la République, membre de l'Union sacrée de la Nation. À l'UDPS, on rejette en bloc les accusations de l'opposition qui a déclaré que cette activité s'organise avec les moyens de l'État. Pour Maître Évariste Kalala, secrétaire national en charge des questions juridiques et droits humains, la sortie officielle de l'Union sacrée est financée par la cotisation des membres des partis et regroupements politiques de la famille du chef de l'État. On l'écoute. L'activité est confirmée et nous profitons de l'occasion pour appeler la population quinoise à venir massivement montrer son soutien au chef de l'État. Votre activité s'organise sous fond de polémiques. On parle des moyens de l'État utilisés pour l'organisation de cette activité. Votre réaction par rapport à toutes ces accusations? Ce sont des accusations mensongères dans le but de ternir l'activité. Ça ne peut pas être la caisse de l'État parce qu'il y a la chaîne de dépenses pour sortir l'argent de la caisse de l'État. C'est bien les contributions des partis membres de l'Union sacrée qui vont nous permettre d'organiser cette activité. L'Union sacrée qui n'a même pas encore un siège, qui se réunit trop souvent dans les hôtels ici à Kinshasa. Mais tous les partis composant l'Union sacrée ont des sièges et sont réellement assis. Nous appelons la population quinoise à venir répondre massivement à cet appel pour montrer son soutien au chef de l'État, à son action pour la paix totale en République démocratique du Congo. Nous en appelons à la conscience de la population congolaise en général, à ne pas se laisser distraire par les discours politiciens de l'opposition qui n'ont pas en tête et en ligne de mire l'intérêt général du Maître Évariste Kalala de l'UDPS qui affirme donc que cette activité sera financée par les partis et regroupements politiques de la famille politique du chef de l'État. Et la police nationale congolaise annonce que plus de 8000 policiers seront déployés au stade des Martyrs. Le commandant de la police de Kinshasa révèle que des réunions ont été tenues pour conscientiser les policiers afin qu'ils se comportent en professionnels. Le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo prévient qu'il y aura des fouilles systématiques pour qu'aucun objet tranchant ne se retrouve au stade des Martyrs. Et pour éviter tout éventuel dérapage, les commandants de la police seront postés à chaque entrée. Le commandant de la police de Kinshasa, Silvano Kassongo, a été joint au téléphone par Barik Bouema. La police assure toujours la sécurité avant, pendant et après. Depuis hier, nous avons pris des dispositions. Il y a les policiers qui sont déjà au stade. Moi, j'ai pris possession du stade. C'est pour sécuriser le matériel et faire la fouille. Nous avons pris des dispositions aussi pour assainir les milliers. Et la police a pris toutes les dispositions pour que la manifestation se passe sans casse, sans problème. Nous allons déployer plus de 8000 policiers parce qu'il y aura beaucoup de monde pour assurer la sécurité, qu'ils viennent tranquillement et qu'ils puissent répartir aussi tranquillement. Nous allons aussi prendre possession des points chauds, occuper les points chauds pour que les gens qui viendront à la manifestation puissent aussi rentrer paisiblement. Plus de 8000 policiers seront déployés pour 200 000 militants attendus. Est-ce suffisant pour sécuriser tous ces mondes? Nous avons des policiers aussi apparents et non apparents. Il y aura aussi d'autres qui seront non apparents. Nous allons faire la fouille corporelle. Il y aura 2-3 fouilles pour que des objets tranchants ne puissent pas accéder au stade. La police sera là et rassure tout le monde qu'il n'y aura aucun problème. Lors de ces genres d'activités, il y a des bavures policières qui sont déplorées. Est-ce que vos éléments sont suffisamment sensibilisés pour qu'ils se comportent en professionnels? La police sera professionnelle. Nous avons tenu des réunions. Hier, il y a eu des réunions. D'abord, une réunion au niveau du commissariat général tenu par le général Arangoboli. Moi aussi, j'ai tenu une réunion le soir avec tous les commandants jusqu'à l'échelon SIAT, l'échelon escadron, pour sensibiliser les policiers, les commandants pour qu'ils soient professionnels, qu'il n'y ait aucune bavure. Le commissaire divisionnaire Silvano Kassongo, commissaire provincial de la police de Kinshasa, à quelques heures de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Un autre parti politique, Union des nationalistes démocrates, a signé vendredi à Kinshasa la charte de cette organisation politique, a signé son adhésion à la famille politique du chef de l'État. On écoute Prince Ndongo, président national de l'UND. Il est au micro de Rachel Innosiwe. L'Union sacrée, comme vision du président de la République, nous a intéressés dans le départ. Donc on était déjà à l'Union sacrée avant que nous puissions adhérer officiellement comme plateforme électorale. Et nous, de l'Union des nationalistes démocrates, nous avons fait le choix de soutenir le chef de l'État. C'est parce que nous avons vu que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
était un don des dieux et un envoyé des dieux également pour les Congolais. Deuxièmement, le président Tshisekedi incarnait l'esprit nationaliste que nous sommes en train de prôner dans notre parti. Et parce que sans le nationalisme, le Congo ne peut pas exister comme État. Sans le nationalisme, le Congo ne peut pas exister comme patrie, comme peuple. Voilà pourquoi, au regard de ces acquis, nous avons dit, cet homme ici, nous devons les soutenir. Et l'Union sacrée n'est qu'une structure qui accompagne la volonté du peuple congolais. Et nous, nous sommes là que pour matérialiser cette volonté du souverain primaire. Alors, la prochaine étape, ça serait d'abord l'étape de l'implantation de la structure au niveau national, parce que nous devons avoir des antennes également. Il n'y a pas que Kinshasa. L'Union sacrée doit s'étendre parce que c'est une plateforme électorale. On doit avoir des bases partout dans toutes les provinces, de manière à ce que décembre 2023, ça soit une fête. Et la fête, pour que ça soit une fête, ça doit se préparer. Et c'est maintenant là que ça doit se préparer. Ce n'est pas, on a des réunions sacrées pour danser, mais non, c'est le travail qui doit commencer. On doit même rappeler à nos bases de continuer le travail. Parce que décembre 2023, ce n'est pas une mince affaire. Bien que nous voyons sur notre route, il n'y a pas un adversaire de taille, mais du moins, le bataille ne peut pas être gagné à l'avance. Le prince Ndongo, le président national de l'UND, Union des nationalistes démocrates. Et puis il y a aussi la marche de l'opposition qui est programmée le 13 mai prochain à Kinshasa. L'hôtel de ville a été officiellement saisi. Cette annonce est contenue dans une correspondance du collectif des 4 opposants, dont Martin Fayulu, Matata Pogno, Moïse Katumbi et Deli Sessangas. Selon maître Rodrigue Ramazani, porte-parole d'Envol, l'un des partis politiques à l'initiative de cette manifestation, cette marche partira de plusieurs points à travers la ville de Kinshasa pour chuter au palais du peuple. On l'écoute au micro d'Osé Montanza. Les 4 partis politiques qui seront dans la rue ensemble avec la population pour porter les revendications de notre peuple qui vit dans la misère extrême ont saisi l'hôtel de ville de Kinshasa pour informer de la tenue de la marche qui se tiendra le 13 mai de cette année à Kinshasa. Donc effectivement, chers Osé et chers Congolais, l'hôtel de ville a été saisi pour information que la marche aura bel et bien lieu, et je confirme la présence de Deli Sessangas et les autres leaders majeurs de l'opposition. Mais est-ce que vous avez déjà décidé de l'itinéraire? Le point de départ sera le rond-point Lemba Super, échangeur délimité, boulevard Lumumba, avenue Sendwe pour chuter au palais du peuple d'une part, et ensuite le deuxième itinéraire partira de la place Sakombi, avenue Mbetseke, station Ma Campagne, boulevard Triomphal pour chuter au palais du peuple. Et je profite de cette occasion pour inviter tous les Congolais qui vivent dans des situations inacceptables, de venir très nombreux à cette marche de l'opposition en vue de revendiquer leurs droits. Rodrigue Ramazani du parti Envol de Deli Sessangas. Il menace de poursuivre le gouverneur du Sud Bangui en justice pour spoliation de ses biens immobiliers, notamment de son immeuble sur l'avenue Lumumba dans la ville de Guémena. Le professeur Jeannot Mokili a écrit à l'Assemblée provinciale en vue de permettre à la justice de faire son travail. Professeur Mokili au téléphone de Cécile Gomba. J'ai été dépossédé de mes biens immobiliers malgré toute la protection que la loi m'accorde, et j'ai été traité d'escroc par le gouverneur Jean-Claude Mabenze. C'est ici l'occasion de rappeler que le pouvoir d'autoriser les poursuites judiciaires accordées aux assemblées n'est pas discrétionnaire. Il permet de vérifier que la procédure judiciaire engagée n'a pas un caractère abusif. Tel est le cas en espèces. Puisque l'arrêté du gouverneur qui prétend m'exproprier existe bel et bien et a été pris en réaction à l'impossibilité pour Tongo Litoko, prête-nom du gouverneur Jean-Claude Mabenze, dans la spoliation de mon bien, de prendre possession de mon immeuble 6 avenue Lumumba numéro 185 dans la ville de Guémena, dont il était présenté faussement comme acheteur. Nous rappelons que l'arrêté d'expropriation du gouverneur Jean-Claude Mabenze a été annulé par un arrêt de la Cour d'appel du Sud Ubangi. Je demande solennellement devant l'histoire aux honorables députés de permettre que l'instruction soit menée par la justice pour savoir, par exemple, la provenance et la possession de la somme de $70 000 américains que Tongo Litoko prétend avoir versé comme
prix d'achat de mon immeuble. J'invite le président de l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi à inscrire sans retard la question de la réquisition du procureur général près la Cour de cassation aux fins de l'instruction à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée provinciale. Le professeur Jeannot Mokile, de son côté, le gouverneur rejette ces allégations. Jean-Claude Mabenzé affirme ne pas posséder une parcelle sur l'avenue Lumumba dans la ville de Guémena. Il indique ne pas être concerné dans cette affaire. On l'écoute. Bon, je n'ai pas de parcelle sur l'avenue Lumumba à Guémena. Ça, c'est déjà un premier mensonge. La deuxième chose que je peux dire à ce sujet, c'est que ce monsieur-là a initié des procédures judiciaires. Mais il ne veut pas que ça aboutisse. Et je suis même pas concerné parce que c'est un litige que moi j'ai trouvé en devenant gouverneur. Donc c'est pas... il est en procès avec les gardiens des immeubles Reis, pour lesquels il a fait fabriquer de faux documents, des dossiers en justice, et chaque fois qu'on veut le trancher, il s'arrange pour initier une nouvelle procédure afin qu'il n'y ait jamais de solution. Je n'ai rien à voir avec madame. Est-ce que les procédures judiciaires, c'est à la radio qu'on vient les déclarer, hein? S'il a initié une procédure, qu'elle aille jusqu'au bout, puisque la justice est saisie. Il a tenté de voler des immeubles qui ne lui appartiennent pas. Je vous parle des immeubles Reis. Jean-Claude Mabenzé, le gouverneur de la province du Sud Ubangi. Dans la province du Olomami, on parle du PDL, 145 territoires, programme développement local des 145 territoires. Les travaux sont exécutés à 70% dans le territoire de Malemba-Koulou. C'est le député provincial Paul Bitelou qui l'annonce. L'élu de Malemba-Koulou se dit satisfait car le cri d'alarme de la population a été entendu. On l'écoute au téléphone d'Isabelle Mwango. Nous avons décrié le début de l'année, les constats amers sur terrain, des non-avancements des travaux comme prévu commencent à donner des fruits. Grâce à notre vigilance, dénonciation, alerte, toutes les autorités au niveau national, à travers les médias et le suivi des prêts, les entreprises qui avaient gagné les marchés sous la supervision de la BCECO dans notre province du Olomami. Cette dénonciation nous a aidé beaucoup que les travaux avancent à pas géant. Dans le territoire de Malemba-Koulou, les 4 chefferies et des secteurs, les travaux de construction des centres de santé, établissements scolaires, bureaux administratifs du territoire est exécuté à 70%. Sauf que le bureau de l'administration du territoire est à l'étape de la fondation de fabrication de briques. Et Kayumba, dans les centres de santé de Kimwenza, à l'étape de la fondation. Nous mettons en garde tous ceux qui n'ont pas encore commencé, ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Paul Bitelou, le député provincial de la province du Haut-Lomami. Dans l'espace Kasaï, on parle de l'exécution des projets de développement financés par les partenaires extérieurs, dont la Banque mondiale et la BAD, la Banque africaine de développement. En RDC, seulement 41% sur l'ensemble des projets ont atteint un taux satisfaisant d'exécution de leurs travaux sur le terrain. Statistiques livrées par ces différents partenaires de la RDC lors de la cérémonie de remise des certificats de mérite aux gestionnaires de ces différents projets à Kinshasa. Parmi les lauréats, il y a notamment le projet de renforcement d'infrastructures socio-économiques prises. Ce projet du ministère du Développement a œuvré dans l'amélioration d'adduction d'eau potable en milieu rural et périurbain dans l'ensemble des provinces de l'espace Kasaï. On écoute le coordonnateur du projet prise, Deo Suzu, au micro de Nicolas Kazati. Oui, c'est vraiment une fierté et puis j'aimerais vraiment être d'abord reconnaissant de ces diplômes de mérite qui justifient aujourd'hui les efforts et surtout sacrifices aussi dans la mise en œuvre de ces projets. Le projet Prise, vous savez, c'est un projet qui intervient en milieu rural, qui est le Jeune Développement Rural.
Et c'est un projet dont la mise en œuvre au départ a été très compliquée. Et tous aujourd'hui, nous savons que les conditions d'accès dans la zone est très compliquées. Bon, pour les faits, il fallait décaisser et bien décaisser selon les dispositions du bailleur puisqu'il s'agit d'un financement extérieur. Donc le sentiment pour nous aujourd'hui, nous sommes très heureux. C'est un projet qui a objectif d'améliorer le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural, notamment dans les 5 provinces du Kasaï, d'améliorer le taux d'accès à l'éducation par la construction des écoles, les centres de santé, l'addiction en eau potable. Il a aussi une partie du volet urbain, notamment l'addiction en eau potable de la ville de Mboujima, et dont aujourd'hui les réalisations sont palpables et on attend bien sûr actuellement la remise de ces ouvrages à la Régie des eaux. Théo Souzou, le coordonnateur du projet PRISE, qui est piloté par le ministère du Développement rural. Malaise au sein du SAIMAP, service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Les cadres et agents réclament le paiement de leur arriéré de salaire. La délégation syndicale a échangé à ce sujet avec la ministre des Mines, Antoinette Samba. Il parle donc de dysfonctionnement qui règne au sein de ce service spécialisé de son ministère. On écoute Yves Mongaï au micro de Rémi Moulingati. Il y a eu une crise de collaboration entre les membres du comité de direction au sein des SAIMAP. Cette crise a engendré plusieurs conséquences, notamment non tenue des réunions du comité de direction, non tenue des réunions entre bancs employeurs, bancs syndicales, absence de planning des activités du SAIMAP et engagement massif des agents au niveau des directions provinciales. Ces engagements massifs ont été effectués sans tenir compte des cadres organiques ni des budgets du SAIMAP. Même moment vous engagez, au même moment vous ne savez pas mécaniser les anciens agents. Il y a des arriérés des salaires dans les provinces, notamment au Katanga, il y a des retards de salaire à Lualaba ainsi que partout dans toute la République. Ce qui est à la base de ces retards de salaire, il y a une mauvaise gestion, manque de planning, de canalisation des recettes. À l'heure actuelle, les agents manifestent, on ne sait plus travailler, donc un dysfonctionnement total. Nous avons demandé à Madame la ministre de prendre ces dispositions au regard de l'article 23 et 24 du décret créant SAIMAP qui lui donne tout le pouvoir en tant qu'autorité hiérarchique. C'était donc des syndicalistes du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Gestion commune de l'impôt sur les bénéfices payés par les petites et micro-entreprises et de la patente. Un protocole d'accord a été signé entre la DGI, la Direction Générale des Impôts, et la Direction Générale des Recettes de Kinshasa d'une part, et entre la DGI et la Direction Provinciale du Congo Central d'autre part. La cérémonie s'est déroulée jeudi soir au ministère des Finances. Grâce à ces deux protocoles d'accord, la DGI veut maximiser la mobilisation des recettes auprès des micro et petites entreprises qui sont mieux identifiées au niveau des provinces. D'après Ngoma Mavungu, directeur des études statistiques et communication de la DGI, il faudrait mettre le guichet unique en place. La première échéance sera payée à partir de 2024. Il a indiqué que cette opération sera étendue à toutes les provinces après expérimentation de la phase pilote. Ngoma Mavungu au micro de Mamichela. Le bien fondé de ce protocole est que ça devait nous permettre, nous la DGI, de mobiliser plus de recettes pour les micros et les petites entreprises, étant donné que les provinces ont plus une emprise sur ces petites entreprises. Donc ils les connaissent mieux, ils ont un répertoire un peu plus élaboré que le nôtre et ils vivent avec eux au quotidien. Alors nous espérons qu'en faisant des mariages avec eux dans la mobilisation de cet impôt, nous pouvons bénéficier de leur répertoire qui est beaucoup plus important. Le mode de paiement, ça sera une déclaration unique, mais chaque province devra percevoir de son côté ce qui lui est dit. C'est-à-dire qu'au même moment, quand la CGT vient payer l'impôt sur les bénéfices, nous émettons les documents pour que les pouvoirs centraux perçoivent cet impôt et on émet également d'autres documents pour que la province perçoive la patente. Mais c'est seulement nous allons fédérer les efforts dans la gestion de cet impôt qui va impliquer aussi la répartition des charges. Nous,
en étant du pouvoir central prendre la plus grande charge de la gestion de cet impôt, 70% des dépenses, et les provinces prendront 30% des dépenses. Et pour le directeur général de la DGRK et celui de la DGRKC, cette mutualisation va leur permettre d'élargir leur assiette fiscale. La mobilisation se fera au maximum. Suivez tour à tour Eddy Fumupoko, directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, et Richard Mavoka, directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central. Ils sont au micro de Mamichela. Nous venons de signer un protocole d'accord entre la Direction générale des impôts, la DGI, et la Direction générale des recettes de Kinshasa. Et ce protocole d'accord est relatif au paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits des micro-entreprises dont le taux est à 50 000 francs congolais. Et nous avons signé un protocole d'accord de sorte que la DGI puisse se retrouver, et nous aussi, comme ce sont des micro-entreprises, que nous nous retrouvions en ce qui concerne la patente. Notre quotité revient à 20 000 francs congolais. Le premier protocole d'accord, nous l'avons signé avec la DGI. Ça concerne justement la perception, la mutualisation de la perception en ce qui concerne pour nous la patente et pour la DGI, l'IPB. Pour ce qui concerne les petites entreprises, jusque-là, nous percevions que de la patente. Le fait qu'on va mutualiser nos efforts, on va mutualiser la perception sous forme d'un guichet unique. Nous espérons, là pour nous, essayer d'agrandir notre assiette et essayer de cerner jusqu'au plus bas fond les assujettis qui doivent nous ramener tout à fait. Des propos recueillis par Mami Chela. On change de chapitre. L'université Saint-Augustin de Kinshasa s'engage dans la promotion des langues locales. Cette université d'obédience catholique a publié un ouvrage dans ce domaine, ouvrage en hommage à son tout premier recteur. Le titre de l'ouvrage, Promotion des langues locales et construction des identités culturelles. Pascal Kapalaï. L'université Saint-Augustin de Kinshasa célébrait une bibliothèque vivante. Son tout premier recteur, le père Damas Ndembe Ntsasi, scotiste, a dit le recteur actuel, père Faustin Diatezoulois, un mot de bienvenue. À cette occasion de mélange, un ouvrage de 21 productions scientifiques écrits par des professeurs d'université intitulé « Promotion des langues locales et construction des identités culturelles » ont été offerts en hommage à ce linguiste Damas Ndembe. La sœur Brigitte qui vit la présence de cet ouvrage. L'ouvrage aborde la morphologie et la syntaxe, lesquelles constituent les champs des recherches et des prédilections du récipiendaire. Il s'y est dénoté qu'il embrasse à la fois plusieurs perspectives selon les inspirations des contributeurs. Ce mélange résume l'engagement scientifique intellectuel de celui qui est appelé affectueusement Yaya par ses formés. Cet ouvrage a été verni par le vice-président du conseil d'administration de l'USAKIN. Émotionné, les récipiendaires se félicitent de voir l'œuvre qu'il a commencé avec 8 personnes, à avoir plus de 600 personnes aujourd'hui. Père Damas Ndembe Ntsasi. Mes frères, mes sœurs, je suis joyeux et je suis heureux de vous voir. Mais il faut rendre hommage à toutes ces congrégations qui travaillent et qui continuent, après moi, à fonder Saint-Augustin. J'avais rêvé de faire de Saint-Augustin une maison d'initiation à la vie en commun. Le vernissage de ces mélanges a eu lieu à la fête de Saint-Augustin, cet évêque d'Hippone. Pascal Kapalaï. La Société nationale des hydrocarbures du Congo a procédé vendredi au paiement des décomptes finales des directeurs, cadres et agents retraités ainsi que des liquidateurs de succession des agents décédés pour l'exercice 2018-2019. Selon le directeur général de la Sonaïdroc, cette opération rentre dans le plan de relance de sa société pour l'exercice 2023-2027. Détail, Béromatanda. Il n'a que quelques mois à la tête de la Société nationale des hydrocarbures du Congo. Marcelin Bilomba, qui place l'homme au centre de ses actions, est déterminé à mettre les bouchées doubles pour relever ce géant qui traverse une période maigre. C'est ainsi qu'il a procédé au paiement de la première vague des retraités pour l'exercice 2018-2019. Marcelin Bilomba est directeur général de la Sonaïdroc. La société est dans une situation extrêmement difficile, avec plus ou moins 40 millions de dollars, l'équivalent en francs, d'engagement, mais à peine 5 millions de dollars de trésorerie. La priorité pour moi, c'était de satisfaire d'abord le facteur humain
il fallait satisfaire donc ceux qui sont actifs. C'est pourquoi nous avons payé 4 mois d'arriérés de salaire. Et le passif, ceux qui ont quitté, nous avons payé les retraités de 2018 et 2019. Mais les vraies activités, c'est en amont. Quand nous allons déployer le moyen pour l'exploration et l'exploitation des blocs pétroliers, quand nous allons commencer l'exploitation des blocs gaziers, nous sommes maintenant en phase de pouvoir signer ce qu'on appelle les contrats de partage de production, les CPP, avec l'État congolais. Ces bénéficiaires ont rendu des loyaux services à la Sonahydraulique pendant plus de 30 ans. C'est vraiment un grand jour pour nous. Les efforts du DG qui se débat pour relever l'entreprise doivent être soutenus. Il faut que dans les années à venir, il faut que la Sonahydraulique puisse redevenir Petrozaïne Kolobok, qui faisait la fierté de la nation. Je peux tout simplement dire qu'il y a une action managériale que l'actuel DG a menée à la Sonahydraulique. La remise officielle des chèques a eu lieu sous l'œil vigilant de l'inspection du travail et de l'un des conseillers du chef de l'État. Romatanda. Les populations de la commune de Ngalema et des environs vont bénéficier des soins de qualité. La fondation Likabo vient de mettre à leur disposition un centre hospitalier pour toutes les bourses au quartier Manenga sur l'avenue Banza Boma, référence Gulf sur la route Matadi. Pourquoi ce centre? Docteur Denis Matanda est médecin directeur de ce centre hospitalier. Avant tout, c'est le mot Likabo qui signifie don en lingala. Et il faut savoir que le centre hospitalier Likabo est l'émanation de la fondation Likabo qui depuis 6 ans pratiquement œuvre sur le terrain dans le domaine sanitaire pour la prévention des maladies des mains sales et des mains respiratoires. Et les initiateurs de la fondation ont estimé qu'il était temps pour parer au plus urgent de passer en fait à un hôpital pour prendre en charge les maladies qu'ils rencontraient sur le terrain. Et c'est comme ça qu'est né le centre hospitalier Likabo. Il faut vous dire que c'était un vieux projet qui a duré pratiquement 4 ans et qui a été matérialisé, ça fait pratiquement 1 mois maintenant. Alors, ce que je peux vous dire en plus sur cet hôpital, c'est que c'est un hôpital qui est né il y a 1 mois, mais qui est né comme un gros bébé avec un gros poids de naissance, parce qu'en effet, on a une capacité de 56 lits. On a des spécialistes de différents domaines, et en fait, par rapport aux services organisés, outre la médecine générale, on a les différents services tels que la pédiatrie, avec un service de néonatologie, un service des soins intensifs pédiatriques. On a la gynéco-obstétrique avec différentes explorations très spécialisées et poussées comme l'hystéroscopie, la chélioscopie. Et aussi, dans 2 semaines, nous allons lancer aussi un service de procréation médicalement assistée avec différentes techniques de pointe, dont l'insémination artificielle et tant d'autres encore. On a aussi un service d'imagerie avec les différents examens ou explorations qui peuvent se faire, un service de médecine interne et les différents spécialistes cardiologues, pneumologues, rhumatologues, hématologues, hépato-gastro-entérologues sont à notre disposition pour la santé de nos patients. On a aussi un service de chirurgie avec un bloc opératoire qui répond aux standards internationaux avec pratiquement 2 salles d'opération. On a un service de réanimation ainsi que des urgences. Nous avons aussi un service de soins à domicile pour les patients qui auraient besoin de se faire soigner à la maison. En fait, avant tout, on veut rendre accessible la santé même aux populations les plus défavorisées. Le médecin directeur du centre hospitalier Likabo plaide pour une desserte régulière du courant électrique et la réhabilitation de la route pour permettre à la population de se rendre sans difficulté dans ce centre hospitalier. On l'écoute. Nous disposons d'un groupe électrogène qui permet de prendre le relais quand on a des coupures d'électricité, mais il faut qu'on se le dise, ça consomme énormément pour alimenter ce bâtiment imposant et tous les appareils qui s'y trouvent. Mais à côté de ça, nous avons entrepris des démarches avec la SNEL et c'est aussi pour nous l'occasion de lancer un appel à toutes ces autorités. Sachant le coin où nous nous trouvons, on est là pour la population. On pense que les autorités pourraient ou devraient aussi apporter leur pierre à l'édifice en rendant le courant un peu plus accessible pour le coin. Dans ce quartier Manenga, la route principale qui mène vers notre avenue, l'avenue Banza Boma, pose quelques problèmes. On a tenté de remblayer, mais nous pensons qu'il faudra une implication aussi des décideurs. Et j'insiste sur la portée un peu sociale, communautaire aussi de cet hôpital. Et ça vaut la peine que les décideurs aussi viennent, apportent leur pierre pour qu'on soit beaucoup plus accessible géographiquement en travaillant sur cette route. En fait, nous sommes pratiquement sur la route de DGC Barré. Précisément, c'est l'arrêt Gulf, la référence. Et de là, il faut entrer dans le quartier Manenga. Et dans le quartier Manenga, nous sommes situés sur l'avenue Banza Boma au numéro 63. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde de John Condé. Merci à Didibine Sika et Théo Lusakeno qui ont permis la diffusion de ce journal sur YouTube. Merci à Rachel Inacio et Eric Lukoki qui nous ont aidés dans la rédaction. Pascal Capal était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information.
Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Top Congo FM recrute des journalistes pour ses rédactions Swahili et Kikongo. Des journalistes résidant dans les anciennes grandes provinces de l'Équateur oriental, Kivu, Bandundu et dans la province du Congo central. Des photographes indépendants partout en RDC, disposant de leur propre matériel et capables de fournir contenu au quotidien. Prière d'envoyer vos candidatures à commercial@topcongo.fm avant le 30 avril. Radio de l'information.